Salut Denis, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, on va parler de Cloudera. Moi, j'ai connu personnellement Cloudera en 2014, dans l'ère du big data. C'était le plein boom. Et la tagline de Cloudera à l'époque, qui était géniale, que j'ai vraiment, à laquelle j'ai adhéré, c'était Ask Bigger Question. C'était effectivement bien trouvé, puisque on était dans cette période où les data affluaient encore, et il fallait trouver des moyens pour poser les bonnes questions. C'était ça la vraie question, c'était quelle bonne question poser. Donc 10 ans après, 2024, on se retrouve. Évidemment, on s'est retrouvé plusieurs fois depuis, puisqu'on avait fait un meet-up en sortie de Covid il y a 2 ans. On avait fait un meet-up ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, on va refaire un petit tour d'horizon de qui est Cloudera euh, en 2024. Eh bien, avec plaisir. Bonjour Stéphane, ravi de te retrouver également. Effectivement, alors cette tagline, elle date un petit peu, mais, mais on va voir que finalement, il y a quand même une commonalité avec ce qu'on faisait il y a 10 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, En ce qui me concerne, ça fait 8 ans que je suis tombé dans le monde de la donnée chez Cloudera. Et donc effectivement, il s'est passé pas mal de choses et il y a quand même toujours un point focus qui est la donnée. J'ai essayé de représenter ici sur ce document tous les buzzwords qu'on entend partout autour de la donnée sur peut-être pas les 10 dernières années, mais les 5-6 dernières années. Alors évidemment, l'intelligence artificielle est partout maintenant, mais il y a quelques temps, on parlait beaucoup de la partie streaming sur l'ingestion, évidemment la gouvernance, on parle beaucoup de souveraineté également. Les data scientists, dont on entend quasiment plus parler, alors qu'il reste une pierre angulaire au développement du machine learning. Voilà, c'est juste des effets de mode également, hein. Puis c'est le marché qui crée ses propres marques, hein, on va dire, autour de la donnée. Néanmoins, la donnée, ça reste l'élément clé qui reste au cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit de l'intelligence artificielle ou que ce soit du data warehouse. On est toujours en train de parler de la donnée. On Et est ça d'accord. n'a pas évolué. Et Cloudera a toujours focusé et développé ses solutions autour de la donnée. Et le but, c'est d'en tirer la meilleure valeur et de la rendre la plus accessible possible. Voilà. Ça a toujours été le trend. Le mot d'ordre. Exactement. Alors, si on va un petit peu plus loin, on va revenir un petit peu, on va faire de l'histoire. Tu disais 2014, la création de Cloudera, 2008, société créée par des anciens de Google, de Yahoo. Enfin, voilà, on va pas refaire tout le détail de l'histoire, mais globalement une société créée à partir de technologies open source. Ces acteurs de l'époque se sont dit euh, qu'il y avait une solution qui ne devait pas être réservée justement à ces acteurs modernes autour de l'informatique, qui étaient à la fois Google, Yahoo, mais également Oracle. Euh, et donc ils se sont dit que cette technologie pouvait être mise à disposition de toutes les entreprises. Voilà. Simplement avec un peu d'effort, de développement, d'intégration, de sécurité également, et la rendre plus accessible, plus simple, de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier finalement de ces différenciants techniques qui faisaient le succès notamment de Google à l'époque, hein. C'est sur ces technologies-là que Google a créé son moteur de recherche qu'on utilise tous les jours, tous tous les jours. Quelques autres dates clés. En 2014, Cloudera change de dimension. Ça devient une vraie société, on va dire, à dimension internationale, puisque Intel fait un investissement majeur et donc permet de transformer la startup qui était Cloudera à l'époque en une société tout d'un coup dimension internationale avec des moyens très substantiels puisque l'investissement encore une fois d'Intel est majeur. C'est un investissement financier, mais c'était un investissement technologique également, puisque Mhm. le partenariat qui est issu de cet investissement permettra à Cloudera d'avoir aussi un vecteur de communication, des portes d'entrée, des points de contact. Intel étant un acteur international de dimension aussi très significative, voilà, Cloudera rentre dans une autre dimension à partir du moment où Intel fait ses investissements. Et tu arrives Petit en élément. France en 2014 aussi. Et on arrive effectivement, le bureau français est ouvert dans cette dimension nouvelle que prend Cloudera. Il y a un certain nombre de bureaux qui sont ouverts dans le monde de manière à avoir aussi une couverture géographique qui sort, on va dire, des grandes places habituelles telles que, on va dire, les États-Unis, Londres et puis Singapour. Et Cloudera commence à s'implanter pardon, de manière beaucoup plus régionale. Et effectivement, en 2014, c'est l'ouverture du bureau français à Paris.
Euh, 2017, c'est un petit élément, mais ça n'a rien changé, on va dire, dans la société Cloudera en elle-même, mais c'est, on va dire, l'avènement du succès de Cloudera, puisqu'il y a une IPO, donc une entrée en bourse qui est réalisée avec une très belle valorisation, hein, qui était à plus de 4 milliards de dollars à l'époque. Donc la transformation, on va dire, en 6 ans d'une start-up qui partait de zéro, qui proposait des solutions à base de logiciels open source et qui vaut plus de 4 milliards 6 ans plus tard, avec une empreinte déjà extrêmement significative. On le verra plus tard dans la présentation, dans quasiment tous les secteurs d'activité dans le monde. Ok. 2019, c'est beaucoup plus important dans la vie de Cloudera que l'IPO. L'IPO, c'est un événement plus financier. Évidemment, ça donne encore d'autres capacités à l'entreprise de se développer. Mais 2019, la fusion entre Cloudera et Hortonworks. Hortonworks, c'était, on va dire, la société jumelle de Cloudera. Des petites différences d'orientation en termes de produits. Hortonworks, c'était c'était focusé sur le développement de l'ingestion de la donnée dans la plateforme. Là où Cloudera avait déjà développé plutôt l'aspect aval, qui était l'exploitation de la donnée avec le machine learning. Et donc, on se retrouve avec deux sociétés qui ont quand même beaucoup de points communs. 80% du produit elle-même, puisqu'on travaille encore une fois sur des technologies open source qui sont dirigées par des communautés de la fondation Apache. Et puis des éléments qui sont très complémentaires. Et puis surtout des parts de marché très complémentaires. Parce que si je prends l'exemple de la France, je crois que le nombre de clients en commun était de l'ordre de la petite dizaine. L'immense majorité des clients avaient fait soit un choix Cloudera, soit un choix Hortonworks. Et la combinaison des deux donnait une part de marché extrêmement importante, Ouais. qui permettait évidemment d'accélérer les développements sur les 80% de produits qui étaient en commun. Je rappelle 6 que ans de à fusion. à l'époque, donc, il y avait effectivement Cloudera, Hortonworks et il y avait un troisième larron qui était Mapper, qui, je crois aujourd'hui, parti chez HPE, il me semble, hein. Oui, alors l'histoire de ma paire est un peu différente puisque si on utilise un mot un peu commun aujourd'hui, ma paire est une solution hybride. Alors hybride pas au sens cloud comme on pourra le parler, en parler plus tard. C'est hybride au sens logiciel puisque une grosse partie de ma peur reposait sur des solutions non open source, notamment le stockage, qui en faisait une solution donc finalement dépendante de l'éditeur. Et cette solution, voilà, n'a jamais eu une part de marché très significative. HPE a racheté les assets C'est ça. et l'IP de Mapper il y a maintenant un certain nombre d'années, au moins 5 ans, je pense. Euh, et a combiné ça aujourd'hui avec l'offre Esmeralda. C'est ça, Mais Esmeralda. bon, voilà, ça reste une solution très limitée. C'est plus un socle d'infrastructure qui combine un opérateur, enfin une solution Kubernetes sur un stockage distribué, qui s'appelle MapperFS. Alors, je ne sais même pas si c'est encore le même nom aujourd'hui, plutôt qu'une plateforme moderne de données telle que le propose aujourd'hui Cloudera. Alors, pour la petite, histoire, effectivement, donc l'arrivée de Cloudera en France en 2014 et en 2015 ou 2016, faudrait que je vérifie, on a fait le plus gros meet-up de tous les temps, puisqu'on était, 250 personnes. On avait fait ça sur Paris, à l'hôtel du collectionneur et ça avait été l'occasion de rencontrer, Doug Cutting à l'époque. Mais pour dire qu'effectivement, c'était, une belle histoire, 250 personnes, ça a été le plus gros meet-up qu'on ait jamais fait, à l'époque. Donc, il y avait un engouement Non, technologique incroyable sur ces. alors, c'est très vrai, il y avait un engouement à l'époque extrêmement important et je peux te dire que depuis maintenant 2 ans, on a à nouveau un engouement très très significatif. L'année dernière, nous avons réalisé à la Bourse de Paris, au Palais Brongniart, notre événement annuel Evolve, avec un succès extrêmement extrêmement important, à la fois de nos clients, de prospects, mais également de nos partenaires. Et je peux déjà te donner rendez-vous en novembre de cette année, puisqu'on va rééditer cet événement encore plus grand. Voilà, sur Paris. On n'a pas encore fixé le lieu et la date précisément, mais ce sera novembre de cette année, novembre 2024. Et évidemment, on donne rendez-vous à toutes les personnes
qui veulent en savoir plus sur Cloudera ou qui veulent témoigner de ce qu'ils font avec nous à cet événement qui sera une très grande fête autour de la solution. Super. Donc pour reprendre la timeline, 2019, fusion des entreprises, un objectif affiché, on prend le meilleur des deux mondes et on en fait bénéficier nos clients. C'est-à-dire qu'on fournit finalement 80% qui étaient en commun. On y ajoute la partie ingestion développée autour des technologies telles que Nifi venant d'Hortonworks, et puis on garde évidemment la partie développement machine learning. À l'époque, le produit s'appelait Cloudera Data Science Workbench. Et on a une chaîne finalement de valeur qui s'agrandit des deux côtés pour l'ensemble des clients. Et on fait bénéficier 100% de nos clients de ces nouvelles avancées, de ces additions au produit, de deux façons. La première, en proposant une solution logicielle unique. Donc en fait, on intègre ces produits et on en fait une plateforme fusionnée. Donc on n'a plus qu'un seul produit, donc de manière à simplifier également les problématiques d'évolution. Et puis une deuxième chose très importante, on intègre une dimension pour la première fois cloud public. Aussi bien Hortonworks que Cloudera avait développé des outils pour commencer à avoir des déploiements et bénéficier des avantages des hyperscalers, AWS, Google, Microsoft Azure, dans la solution Cloudera. Mais les produits, on va dire, n'étaient pas totalement finalisés. On avait encore beaucoup de travail pour rendre ces solutions robustes, fiables et surtout bénéficier de tous les avantages de l'élasticité et de la performance potentielle de ces hyperscalers. Et donc la solution qui s'appelle CDP Cloudera Data Platform, qui est issue de cette fusion entre Cloudera et Hortonworks, a été développée sur un socle cloud natif dès le départ. Oui. Et c'est intéressant puisque la première version de CDP qui va sortir à la suite de la fusion sera sur le cloud public. D'accord. Puisqu'il y avait une volonté à la fois de rajouter les composants que les clients n'avaient pas au départ, donc la partie développement machine learning et la partie ingestion streaming, mais également ça devait être une rupture sur l'architecture historique monolithique et ça devait bénéficier des technologies cloud natives. Et donc la première version sort sur le cloud AWS, donc en tout début. Par la suite, on continue de faire évoluer cette plateforme. On la rend accessible évidemment à nos clients on-prem, puisqu'on a toujours une base installée très importante, et on le verra pourquoi par la suite, de clients qui souhaitent avoir une solution installable, donc cette solution qui bénéficie des mêmes avantages à cloud natif, mais installable en data center. Et puis on va venir ajouter des acquisitions, des technologies open source, des projets sur lesquels on a contribué, tels que Flink pour l'analytique temps réel en ingestion, tels que le développement de fonctionnalités autour de Kafka. On va ajouter également la possibilité d'avoir un object store moderne on-prem, puisque dans le monde du cloud public, on utilise ceux des hyperscalers, S3, ADLS ou GCS. Nos clients étaient demandeurs d'avoir la même chose on-prem et c'est totalement légitime. Donc, on investit dans un projet Apache Ozone qui vient finalement faire du S3-like on-prem pour vraiment avoir une unicité de la façon dont l'architecture et le software évoluent. Et puis, on évolue également avec l'intégration de nouvelles technologies sur la partie intelligence artificielle jusqu'à, je fais un petit fast-forward, jusqu'à il y a quelques semaines où on annonce l'acquisition de la société Verta AI, qui est une solution qui interagit dans le domaine de la MLOps, donc vraiment comment j'accélère, j'industrialise l'utilisation et le développement d'intelligence artificielle dans mon entreprise. Voilà. Ok. Et il y a encore plein de choses dans les tiroirs, évidemment. Ok, donc une offre on-premise et cloud qui se ressemble. Hein. Le client final a le choix. Il a le choix, il a la réversibilité et la portabilité complète. Donc ça, c'est l'ADN de Cloudera. Ouais, donc ça c'est côté unique. C'est complètement unique. Absolument. Absolument. On reviendra dessus un peu plus tard, mais effectivement, c'est évidemment un des grands différenciants qui répond à une demande de nos clients. Absolument. Alors, les clients, juste pour faire un petit récapitulatif, qui sont-ils? Parce que souvent on dit, bah voilà, vous êtes présent, ah oui, beaucoup dans les banques, etc. Non, en fait, Cloudera est présent partout, à très grande échelle. Là, c'est un tout petit résumé. On a pris les 10 plus grosses entreprises de leur domaine dans le monde. Alors, c'est évidemment, c'est au niveau mondial. Je pourrais prendre à peu près les mêmes chiffres. Ça s'appliquerait aussi bien à la France, à l'Europe. C'est très, très uniforme la façon dont Cloudera est présent sur les différentes industries.
Évidemment, les assurances et les banques, mais comme tous les acteurs IT, j'aurais tendance à dire, hein, puisque ce sont des très gros consommateurs de systèmes d'information, de solutions de systèmes d'information, mais également des choses un peu plus particulières. On est dans de l'industrie lourde. Alors là, on a dit les fabricants automobiles, on dit 8 sur 10, mais c'est l'industrie lourde en général. En France, on va être aussi très bon dans de l'industrie plus orientée volant ou bateau. Voilà. Donc on va être aussi dans toutes les industries lourdes qui ont des gains à l'utilisation et à l'exploitation de leurs données euh, qui sont extrêmement importants puisqu'ils vont gagner en efficacité et donc en coût. Et à l'échelle de ce qu'ils fabriquent, gagner en coût de fabrication, c'est beaucoup de zéros derrière avant la virgule. Ouais, d'accord. C'est toujours très important pour eux d'avoir des gains d'efficacité. Il y a aussi une logique globale pour tous ces acteurs qui sont dans cette liste. Ce sont des acteurs qui ont une présence vraiment internationale et il y a une nécessité d'avoir une visibilité financière sur ce qu'ils font de manière globale. C'est très compliqué lorsqu'on n'est pas doté des bons outils. Un de nos clients français, qui est une référence publique, Geodis, le premier cas d'usage, alors Geodis, c'est un très grand acteur international de la logistique, le premier cas d'usage, on pourrait se dire, ah bah oui, c'est l'optimisation du mouvement des containers, des camions, des machins. Le premier cas d'usage qui a été mis en œuvre sur le plateforme Cloudera, parce que derrière, ils ont fait des choses sur la logistique, c'est de l'optimisation financière. Ouais, C'est-à-dire intéressant. que cette société globale, pas du tout récente, hein, c'est une filiale d'ailleurs, je crois, du groupe de la SNCF, la première problématique qu'ils avaient, c'est qu'après avoir grossi, et devenu le géant de la logistique qu'ils sont aujourd'hui, ils se sont trouvés avec des difficultés incroyables à consolider. Alors, évidemment, pas une fois par an pour les résultats publics, mais de manière dynamique, pas parler de temps réel, mais on va dire récurrente et fréquente, des dashboards de suivi financier pour le board. Donc des choses qui étaient finalement dispersées dans plein d'éléments du système d'information et qui étaient très compliquées d'abord de vérifier en termes de qualité, de rafraîchir et de consolider pour en faire un outil de décision. D'accord. Bah, j'aurais pensé effectivement que l'usage premier aurait été dans la supply chain, la logistique, parce que la data Mmh. dans ces secteurs-là, c'est crucial et curieux J'ai de un enfin, autre exemple qui étonné, est ouais. ouais, j'ai un autre exemple qui est assez amusant. J'utilise beaucoup dans les banques. On parle beaucoup, voilà, de détection de la fraude, de la gestion des risques, des campagnes de déploiement de nouvelles offres pour les clients. Voilà, de la connaissance client. On parle beaucoup de ça. Alors ça s'applique à quasiment tous les acteurs qui ont du grand public en termes de clients. J'ai un client bancaire au Moyen-Orient qui a trouvé enfin, qui a mis en œuvre un cas d'usage qui est finalement sur le papier beaucoup plus simple, mais qui a un gain financier monstrueux. Ils ont utilisé nos outils d'intelligence artificielle pour optimiser la quantité d'argent liquide contenu dans tous leurs distributeurs de billets. Mmh. Globalement, ils ont, je sais plus, une dizaine de milliers de distributeurs de billets de banque à travers différents pays. À travers les outils qu'ils ont conçus avec nous sur notre plateforme, ils ont réduit globalement le volume de cash qui attend d'être retiré dans les DAB, dans les distributeurs automatiques de billets, de 20%. D'accord. 20% du montant global de billets de banque stockés dans les distributeurs. Ouais, d'accord. Donc C'est 20% ils ont déstocké le cash. du cash qui était bloqué finalement Ouais, dans ces distributeurs. En d'accord. réduisant de 20%, ils n'ont pas dégradé évidemment la qualité de service de leurs clients, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retrouvés avec des distributeurs qui étaient à court de billets. Ils l'ont fait par rapport aux usages et à la prédiction de la consommation entre guillemets de billets par leurs clients. Ils ont optimisé deux choses. D'abord, l'argent qui n'est plus stocké est utilisé évidemment pour être profitable à d'autres investissements, d'autres placements. Et puis ils ont réduit les tournées des convoyeurs de fonds qui alimentent ces distributeurs de billets. Ouais, d'accord. Le gain financier de la mise en œuvre de ce cas d'usage n'est pas public, mais il est substantiel. Ouais, intéressant, Et c'est effectivement. pas le premier cas d'usage auquel on On va va avoir en penser tête forcément. lorsqu'on parle Ouais, de la donnée chez Cloudera. Et ben, c'est toute la richesse et la diversité de ce qu'on fait aujourd'hui avec notre technologie. Et c'est pour ça qu'on est présent dans tant de secteurs d'activité aujourd'hui. d'accord.
Et ça fait la richesse de nos métiers, hein, la data, extraordinaire. Exactement, exactement. Et moi, c'est ce qui m'anime, c'est la créativité et l'impact de ce que l'on peut faire avec les technologies qu'on propose à nos clients. C'est clair. Alors, justement, on parlait d'impact, on parle de taille. Je pense que c'est important de rappeler un petit peu, ce que fait Cloudera et tous les clients, en tout cas tous les secteurs d'activité que j'ai montrés, juste avant, nous confient aujourd'hui plus de 25 exabytes de données. Pour donner une échelle, parce qu'on souvent, on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente, c'est à peu près le volume de données qu'a un hyperscaler aujourd'hui. Ouais, d'accord, d'accord. C'est très important. C'est 100 fois plus que certains de nos plus gros compétiteurs, notamment ceux qui sont cloud natifs. C'est 100 fois plus, c'est pas 2 fois, 10 fois, c'est 100 fois plus que ce que ces acteurs-là ont aujourd'hui en gestion. Alors c'est l'histoire, hein, on a évidemment depuis longtemps des clients qui nous font confiance, et comme ils nous font confiance, ils ont fait grossir leurs solutions, mais également parce qu'ils ont trouvé de la valeur finalement à mettre plus de données dans la solution, puisque plus on a de données, plus on est pertinent, plus on est fiable, et plus on a de possibilités de valorisation de cette information. OK. L'histoire, plus on a d'historique, plus on est pertinent et plus on est précis dans la réalisation et notamment la partie prédiction. C'est toute l'histoire des entraînements des algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Plus on a de datasets importants, volumineux, plus les algorithmes sont précis et performants. On fait ça dans un contexte où, depuis plusieurs années maintenant, Cloudera génère plus d'1 milliard de dollars de revenus. Alors, Cloudera est une société privée puisque, depuis, maintenant 2021, les fonds d'investissement privés, KKR et CDR ont racheté l'entreprise. Donc on n'est plus coté en bourse, donc on ne communique pas sur les détails financiers, de l'entreprise. Mais malgré tout, pour rassurer à la fois nos clients et puis pour, bien, on va dire, positionner sur le marché la taille de Cloudera, on précise aujourd'hui, sans grand détail, que l'entreprise fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde depuis maintenant plusieurs années. D'accord. Et puis on a essayé de regarder un petit peu, de faire une cartographie de nos clients, pour un petit peu où est-ce qu'ils étaient positionnés, et comment certains analystes, journalistes les catégorisaient. En fait, on s'aperçoit que l'immense majorité du Global 2000 de Forbes représente les clients Cloudera. O Cloudera a toujours été très acté, très orienté sur les gros et très très gros entreprises. Ça se révèle en fait dans ce type de classement. OK, donc une belle présence, mondiale et des chiffres, qui parlent d'eux-mêmes, hein. Exactement. Alors, ce qui est intéressant quand on a ce genre de diversité en termes d'industrie, clients, de positionnement international aussi, il faut voir que Cloudera est présent, je sais plus, dans presque une centaine de pays dans le monde, donc on a cette capacité aussi à avoir une grande diversité, de niveau de maturité, de contexte, territorial, politique de temps en temps, enfin voilà, donc il y a une grande diversité et on écoute beaucoup, nos clients pour faire les orientations stratégiques de l'entreprise. Alors, on a aujourd'hui une stratégie qui est à triple. On en a parlé tout à l'heure. Le logiciel qui est proposé par Cloudera, c'est à la fois une solution qui s'installe dans les data centers de nos clients. Historiquement, c'est une demande très forte. Mais c'est également une solution en mode PaaS, donc service, plateforme as a service, chez AWS, chez Google, GCP et Microsoft Azure, D'accord. puisqu'on est présent sur les trois. Et c'est surtout la même solution partout. Ce qu'on appelle l'hybride et le multi-cloud, c'est-à-dire que la solution Cloudera, elle n'est pas spécifique sur AWS et spécifique lorsqu'elle est installée on-prem. C'est le même logiciel qui est utilisé partout, ce qui permet à nos clients de répondre à leurs inquiétudes. C'est ce qui est présenté ici par un white paper du CIO Magazine. 93% de nos clients sont hybrides. Alors, ils sont hybrides parce que historiquement, ils avaient de l'on-prem, et puis, comme tout le monde, ils ont vu le bénéfice à utiliser le cloud public, parce que c'est de l'élasticité, parce que c'est de l'instantanéité, parce que ça propose des services qui sont de temps en temps un peu compliqués à mettre en œuvre par leur propre leur propre spécialiste de système d'information on-prem. Donc c'est une bonne combinaison. Mais en même temps, soit ils sont pas prêts à se débarrasser entièrement de la partie on-premise parce qu'il y a une question de coût qui est souvent avantageuse, soit parce qu'il y a des problématiques de réglementation.
On parle de clients globaux. Il y a des territoires sur lesquels il n'est pas possible, pour des questions de réglementation dans certains secteurs d'activité, de positionner des données sur des hyperscalers. Tout dépend des pays, tout dépend de l'activité. Et donc ils sont natifs parce que ils sont hybrides natifs parce qu'ils ont cette dualité de j'utilise certains des services du cloud public provider pour mes données et certaines de mes données elles restent on-prem pour d'autres raisons. La problématique c'est si on le fait sans Cloudera, eh ben, ce sont deux solutions complètement indépendantes. Et donc il n'y a pas de portage, pas de migration simple, il n'y a pas d'unicité de la gestion de la sécurité et de la gouvernance. On va gérer deux systèmes complètement indépendants les uns des autres. Effectivement. Cloudera propose en fait la stack unique, quel que soit le socle d'infrastructure. Nous considérons que c'est pas notre choix, c'est pas à nous de dicter le choix de l'infrastructure. Si un client souhaite avoir le meilleur niveau d'innovation et de scalabilité autour de la donnée, il ne doit pas être forcé à aller dans le cloud public. Et de la même façon, il doit pouvoir avoir une solution qui lui permet de bénéficier du cloud public parce que s'il a un très bon accord avec son partenaire hyperscaler, il ne doit pas être restreint à son data center et ses serveurs pour déployer la solution Cloudera. Ok. C'est pas nous qui choisissons l'infrastructure, c'est le client. De la même façon, il peut très bien s'entendre avec un hyperscaler l'année 1, pour différentes raisons, souhaite basculer une partie de ses services sur un autre hyperscaler, parce que, je sais pas, l'un a soit sorti un service plus innovant ou moins coûteux ou une région plus proche finalement de là où est implanté le client. C'est une dimension très importante. On voit bien qu'il y a une compétition à l'ouverture des régions locales pour être le plus proche possible de leurs clients. Les hyperscalers essayent d'ouvrir un maximum de régions à travers le monde. Et donc, on doit pouvoir faciliter cette transition d'un hyperscaler à l'autre. Et Cloudera le permet puisque la solution étant la même, on a Ouais. un mouvement transparent des workloads et des données, des métadonnées, des règles de sécurité et de gouvernance. On ne met rien à risque en basculant finalement des cas d'usage, des workloads, d'un hyperscaler à l'autre. Ok. Ce qu'on appelle le multi-cloud. C'est-à-dire qu'on n'est D'accord. vraiment pas fermé au choix de l'infrastructure derrière. Moi, j'imagine que c'est une question discutée au plus haut niveau, hein, la gestion des risques IT, les vendor lock-in, etc. Ça fait partie Exactement. de tactiques et stratégies hyper importantes chez les grands comptes, hein, il n'y a pas de doute. Exactement. Alors, avoir cette stratégie hybride cloud ne doit pas mettre c'est pas un compromis vis-à-vis de l'innovation, de la modernité et des services rendus. Donc l'adoption pardon ce qu'on appelle les MDA, les modern data architecture, donc les architectures modernes de données, donc la consolidation des environnements data lake et data warehouse pardon, donc ce qu'on appelle maintenant le lake house, qui permet d'avoir à la fois des données structurées et non structurées à la même endroit, au même emplacement, la capacité à venir à la fois faire du bon vieux SQL parce qu'il y a quand même énormément de compétences toujours autour de ce langage, mais en même temps du job Spark en Scala ou des développements d'algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle. Tout ça, évidemment, c'est clé parce que c'est là où on va progresser le plus sur la qualité des services rendus et donc la valeur que l'on va tirer de la donnée qui est exploitée, le patrimoine de données qui est exploité par l'entreprise. Ok, donc pas Donc, de compromis. Aucun compromis, pas de c'est bien. compromis. C'est très bien. Exactement. Et le dernier point spécifique à l'intelligence artificielle, parce que on ne peut même plus faire quoi que ce soit aujourd'hui sans en parler, que ce soit la rédaction à l'école des enfants, ou que ce soit l'écriture de la lettre de motivation, ou que ce soit le chatbot du conseiller bancaire, ou encore, que sais-je, la comparatif des conseils d'investissement en bourse. Enfin voilà, il y a de l'intelligence artificielle partout. Néanmoins, l'intelligence artificielle aujourd'hui, même si elle a été lancée dans une dimension ouverte, open source, a des dérivés de par les coûts de son développement et les coûts de son évolution, donc dérivés un peu fermés. Et aujourd'hui, il est très important de fournir des solutions qui vont permettre de garantir la gestion du risque à l'utilisation de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Mhm. Je m'explique, il y a beaucoup de choses très innovantes aujourd'hui qui ne sont plus forcément open source et qui ne le sont plus forcément totalement.
et l'on ne sait pas quelles sont les données qui ont été utilisées pour entraîner ces algorithmes, ce qui peut avoir un effet intéressant, mais potentiellement risque. C'est-à-dire que si on prend, parler des fournisseurs, des fabricants d'automobiles, on peut très bien aujourd'hui faire des moteurs de recommandation extrêmement précis. Dire voilà, quelqu'un qui décrit en texte libre le véhicule idéal. Je sais pas, coupé, 4 places, bleu, telle performance, telle motorisation. Si l'utilisateur fait cette description sur un algorithme d'intelligence artificielle exploité par une entreprise, donc une marque automobile, dont l'algorithme a été entraîné, donc il est consommé, il est entraîné par une société spécialisée. Nombreux acteurs aujourd'hui sur le marché qui développent ces algorithmes, mais qui n'expliquent pas comment l'algorithme a été entraîné. Il est fort probable que l'algorithme, s'il n'a pas été personnalisé, et si on ne sait pas comment il a été entraîné, réponde peut-être avec un véhicule du fabricant qui fournit ce service, mais peut-être aussi avec celui de la compétition. Ouais, complètement. Mais ça, c'est un vrai sujet, hein. La gouvernance de l'AI, la gouvernance des prompts, je pense que c'est Exactement. le sujet 2024-2025. Hein. Et le deuxième sujet, c'est lorsqu'on exploite ces solutions ne sont pas forcément ne sont pas exécutées par l'utilisateur, l'entreprise utilisatrice, elles sont exploitées par un tiers, et ce tiers n'a pas forcément les mêmes contraintes réglementaires et confidentialité autour de l'exploitation de cette donnée qui lui est donnée pour être servie derrière en retour avec une réponse. Clair. Et tout ça, c'est ce à quoi Cloudera s'attache, c'est-à-dire fournir encore une fois aucun compromis sur l'innovation et la performance de l'exploitation de l'intelligence artificielle, mais dans un cadre réglementé, sécurisé et gouverné, ce qui permet d'avoir la traçabilité, les mêmes capacités, mais être plus conforme, on va dire, aux contraintes de fonctionnement d'une vraie entreprise, et également avoir une qualité de l'utilisation et de la réponse qui est celle attendue, et pas Ouais, aléatoire en fonction de la façon dont l'algorithme a été entraîné. un vrai sujet. Ouais. Et c'est là la réponse de Cloudera. Notre différenciation aujourd'hui, si on positionne la solution sur le marché, on est la seule plateforme vraiment hybride, donc hybride au sens multi-hyperscaler, mais également la dimension on-prem. Et encore une fois, tout ce qu'on propose, c'est partout, pas des choses qui fonctionnent que dans un hyperscaler et des choses qui fonctionnent qu'on-prem. C'est la même chose partout. Et on fait ça pour la donnée, on va dire l'analytique traditionnelle, tout ce qui va être autour du traitement de batch. Encore une fois, on parlait beaucoup du SQL, les bases de données opérationnelles aussi, tout ce qui est en réel avec les bases de données SQL. On a beaucoup de clients qui font des choses telles que la détection de fraude qui nécessitent du temps réel, et puis l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les trois grands domaines sur lesquels la plateforme hybride de Cloudera apporte des solutions. Encore une fois, on le fait partout, et surtout, on le fait de manière sécurisée. C'est l'ADN de Cloudera. On le fait de manière ouverte, parce qu'on considère que les technologies open source sont les seules qui permettent de garantir une traçabilité, la meilleure protection, et j'ai pas dit parfaite parce qu'il n'y a jamais de protection parfaite, mais la meilleure protection contre les cyberattaques, et également une réversibilité. Cloudera a toujours été dans un domaine sensible. La donnée, si on la formate dans un format propriétaire, tout de suite on sent, tu parlais de vendeur lock-in tout à l'heure, on sent pieds et poings liés avec un vendeur. Ça a toujours été l'antithèse de ce que Cloudera propose. On reviendra sur l'ouverture juste après. Voilà, petite synthèse. D'abord, c'est tout de suite ce que l'on propose aujourd'hui, ce que j'ai décrit juste avant, c'est disponible tout de suite. Et c'est disponible on-prem, encore une fois, et sur les trois grands hyperscalers que sont Google, Amazon et Microsoft. Le deuxième point, et c'est pour ça qu'on a tant de données qui nous sont confiées, c'est que c'est une solution qui est fiable et qui, le mot est anglais, mais qui fonctionne à l'échelle. Hein. J'ai trouvé scalabilité. C'est bien traduit. Qui fonctionne, voilà, qui fonctionne vraiment à l'échelle. Et à l'échelle, vraiment grande échelle. Voilà. 25 exabytes, c'est juste monstrueux. Nos clients ont aucune arrière-pensée en faisant le choix de Cloudera en disant bon ok, la démo elle marche bien, mais globalement si demain je passe en production, qu'est-ce qui va se passer? Et si demain, après-demain, je passe en production avec beaucoup plus, 10 fois ou 100 fois plus d'utilisateurs, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire
Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que l'histoire qu'on a faite au départ, à revenir sur la timeline, c'était intéressant. Euh, on a toujours construit ce qu'on appelle chez Cloudera des logiciels enterprise ready. Enterprise ready, ça veut dire que c'est prévu pour fonctionner dans un contexte intense. Ça fonctionne avec les contraintes basiques d'un système d'information d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a du disaster recovery, il y a de la sauvegarde, il y a de la sécurité, il y a de l'encryption, et tout ça, c'est par défaut natif. Ouais, d'accord. On ne conçoit aucune fonction qui ne serait pas dans ces principes de base d'un logiciel d'entreprise. Voilà. Évidemment, on fournit du support de haut niveau, on fournit des fixes, enfin des corrections lorsqu'il y a des CV, donc des failles de sécurité qui sont découvertes et qui sont publiées au niveau des communautés, et ça nous oblige justement à être extrêmement réactifs vis-à-vis de ces failles de sécurité. On accompagne sur le long terme nos clients. Il faut savoir que les releases majeures de Cloudera aujourd'hui, c'est 4 ans de support, donc on est sur ce qu'on appelle du LTS, Long Term Service. Donc on est vraiment dans une dynamique d'entreprise. On est passé d'une start-up en 2008 à une solution, enfin, depuis de nombreuses années maintenant, des solutions vraiment d'entreprise. D'accord. Architecture moderne de données, on a déjà parlé, donc des solutions innovantes, mais ouvertes. Et je reviens en détail sur quelques petites clés d'innovation qu'on a réalisées récemment qui permettent justement de garantir cette ouverture vers l'innovation. Et puis, voilà, l'intelligence artificielle est partout, mais nous, on considère qu'il faut en faire un usage responsable. Donc, on ne peut pas donner les clés à nos clients en disant, bah, voilà, faites ce que vous voulez avec l'intelligence artificielle. On les met en garde sur les bonnes pratiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On est content que ce domaine soit animé par un cœur qui est quand même open source. Aujourd'hui, avec des acteurs tels que Hugging Face, on voit que l'immense majorité de la communauté, ou des communautés, je devrais dire, autour de l'intelligence artificielle, développent des solutions open source. C'est pas exclusif, mais la majorité, c'est de l'open source. On est content que l'open source, qui avait été un petit peu mis en dessous du tapis avec l'arrivée des hyperscalers et leurs services natifs qui ne le sont pas, en fait, voilà, reviennent au devant de la scène. On est ravis également parce que des réglementations, notamment européennes comme DORA, décrivent un système d'information idéal qui finalement fait la description de ce qu'est un logiciel open source, avec la capacité à tracer comment ça a été réalisé, comment on peut se prémunir des failles de sécurité, comment on prévoit la confidentialité des données qui vont être servies par ces logiciels. Voilà, on s'aperçoit que finalement, cette stratégie de développement logiciel, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas ce principe de l'ouverture, est toujours extrêmement important, voire même revient en prime time aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Ok. L'ouverture, voilà, on en a parlé. Pour nous, c'est pas exclusif Cloudera. On a énormément de clients qui aujourd'hui nous disent, bah, si je fais du Cloudera, est-ce que je peux quand même, je vais donner un exemple, est-ce que je peux faire du BigQuery si je suis sur GCP, sur les données qui sont notamment exploitées par Cloudera, par d'autres composants de la plateforme Cloudera? Oui, bien sûr. On n'est pas fermé, on n'est pas ouvert, on n'est pas vendeur loqué, on n'est pas propriétaire, on ne fait pas une transformation de la donnée. Elles sont encryptées, bien sûr, parce que les clients veulent de la sécurité, mais les données sont dans leur format natif. Et pour cela, on a utilisé des technologies open source qui sont, on va dire, devenues des standards. Parce que quand on parle d'ouverture, en open source, il y a aussi beaucoup de composants, beaucoup de projets qui sont concurrents les uns des autres. Donc les solutions qui ont été choisies par Cloudera pour être intégrées sont celles qui sont aussi devenues des standards. Donc ce sont des standards ouverts qui permettent une interopérabilité complète. Et c'est pour ça qu'on peut passer d'un hyperscaler à l'autre et qu'on peut aussi fonctionner on-prem avec les mêmes technologies. Parce que ces technologies sont devenues vraiment des standards. Dont Iceberg, je crois que tu en parles un petit peu plus tard, mais Exactement. un vrai sujet le sujet du moment. Exactement. Donc, pour nous, il est toujours très important de donner le meilleur de ce que Cloudera peut faire autour de la donnée, mais il est important de donner aux clients vraiment la liberté de choisir, de changer et d'interpréter ce que fait Cloudera avec d'autres solutions qui, pour un besoin bien particulier, pourraient être plus en adéquation avec leurs attentes.
Et on travaille beaucoup, du coup, avec de nombreux acteurs qui sont ce qu'on appelle des coopétiteurs, puisqu'à la fois, il peut avoir des briques qui sont en compétition avec ce que fait Cloudera. Alors, personne ne fait tout le scope de ce que propose Cloudera. Et c'est vrai que certains ont des composants ou des solutions qui viennent en compétition avec une petite partie de la plateforme Cloudera. Et du coup, ça en fait des coopétiteurs. Ils sont Mhm. compétiteurs sur un moyen, mais sur le global, on interagit en très bonne intelligence de manière à fournir la solution idéale pour nos clients. Ok. Iceberg, tu en as parlé, je vais en parler tout de suite. C'est un petit récapitulatif de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, je commence pas par là d'habitude, mais je vais commencer par là. Les clés de voûte sont à droite. SDX, pour Cloudera, pour vraiment donner la description, c'est Shared Data Experience. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai une donnée, et je peux en faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux la traiter à son ingestion. On parlait de Flink tout à l'heure, qu'un autre projet open source très en développement, qui permet de faire du SQL temps réel avant que la donnée soit stockée. Donc on est vraiment sur le flux temps réel qui rentre dans la base de données. Euh, qu'elle soit traitée en mode batch de nuit avec du traitement lourd d'enrichissement, de filtrage, de combinaison, voilà. Évidemment de manière interactive avec un framework SQL qui permet de connecter un outil de data viz traditionnel, hein. Alors, on est en partenariat avec tous les outils de data viz du marché, que ce soit Tableau, Qlik, Power BI et ceux que j'oublie m'excuseront, mais globalement on a une interactivité totalement native avec tous les outils de data viz traditionnels et de data analyst. Que ce soit pour faire du développement d'algorithmes de machine learning, on en a parlé tout à l'heure, on fournit des frameworks complets de développement Python et Scala pour que les entreprises puissent avoir des rendements de développement pour leurs data scientists. Tout ça va passer par une couche, on va dire, de sécurité et de gouvernance qui va garantir le contrôle d'accès, Mhm. qui va garantir l'auditabilité et la traçabilité de l'usage qui est fait de la donnée, qui va consolider les métadonnées à travers un data catalogue pardon, qui est partagé par tous les différents services dont j'ai parlé juste avant, qui va proposer des services dits entreprises, tels que la mise en œuvre de PRA, donc de plan de reprise d'activité, donc la réplication de la donnée sur un deuxième site, ou entre de l'on-prem et du public cloud, ou entre deux clouds publics différents, qui va garantir l'encryption totale de la donnée, aussi bien lorsqu'elle est stockée, donc à rest, que lorsqu'elle transite entre les différents composants. Tout ça, de manière, encore une fois, centralisée, de manière à ce que ce soit simple et que ce soit non mis en cause lorsque le client commence à avoir une architecture soit qui grossit, soit qui devient justement hybride. Ouais, Parce d'accord. que la problématique aussi de l'hybride, c'est, bon, ben, je peux avoir deux services qui se partagent des choses, mais comment je fais pour appliquer dynamiquement mes règles de sécurité et de gouvernance de manière identique dans deux stacks logiciels qui n'ont rien à voir? Ouais, d'accord. Comment je garantis que le passage d'un workload d'on-prem à, par exemple, AWS, mais ça pourrait être n'importe quel hyperscaler, finalement, ne va pas avoir un trou dans la raquette dans la traçabilité de la façon dont la donnée va être exploitée. Eh ben, c'est ça SDX. C'est une suite de composants open source, toujours, qui vont garantir la sécurité, la confidentialité, la gouvernance, de bout en bout, quels que soient les outils utilisés d'un point de vue traitement de la donnée, quel que soit le stockage utilisé. Il faut savoir que, encore une fois, hein, sur les cloud public providers, c'est le stockage natif des PRScaler qui est utilisé. On-prem, nos clients utilisent maintenant de l'Ozone, qui leur permet d'avoir, on va dire, S3-like on-prem, euh, et de manière centralisée. Donc, on n'a pas plusieurs systèmes à gérer, c'est à un endroit, on applique les règles de sécurité et de gouvernance, et ça s'étale sur la surface d'infrastructure que le client décide d'utiliser. Ok. Donc, et là, je vois L'autre, que tu as en fait tous les composants en fait et les use cases hein, actuels pour proposer un ensemble de niveaux de service hyper fins à tes clients en fait. Hein. Le Data ça, Fabric, les Lakehouse, le Data Mesh, tous les concepts. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que finalement tout est intégré, validé en termes de sécurité par Cloudera, finement intégré. Et le jour où tu rajoutes peut-être un autre composant, eh ben, il va bénéficier de toute cette sécurité, de cette encryption, de cette gestion de catalogue, en fait. Hein. exactement. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'exemple de données partagées.
l'expérience utilisateur partagée, parce que tous les services autour de la donnée qui sont proposés par Cloudera viennent ou sont réglementés, j'allais dire viennent consommer, c'est plutôt sont consommables via les règles déployées ou définies dans cette stack SDX. C'est immuable, de manière à justement garantir cette sécurité et cette gouvernance. Iceberg, alors pourquoi on met en emphase sur Iceberg? Parce que Iceberg, c'est un top projet Apache qui aujourd'hui est utilisé par tous les acteurs de la donnée et on en est très fiers. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les créateurs d'Apache Iceberg, mais on est parmi les plus gros contributeurs à ce projet aujourd'hui, qui est un projet initialement venu de Netflix, qui a reversé à la communauté open source. Toujours des belles histoires de ces gros projets développés par des acteurs ultra high-tech et qui finalement reversent à la communauté open source et qui en font un succès incroyable. Aujourd'hui, c'est un composant qui garantit ce pourquoi Cloudera se bat depuis toujours, c'est l'ouverture. D'abord, c'est un composant open source, mais ensuite, c'est un format ouvert. Alors, c'est un format de table, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment la structure des données lorsque l'on souhaite exploiter de la donnée dans une plateforme type Lakehouse. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Iceberg, aujourd'hui, permet à des acteurs plus anciens, plus legacy, plus traditionnels, de partager leurs environnements avec des outils plus modernes tels que Cloudera ou autres, nos compétiteurs également. Et on a une totale transparence du partage des données structurées, parce qu'avant on le faisait beaucoup au niveau non structuré, au niveau stockage, avec notamment les object stores. Là, on le fait au niveau structuré. Ouais, c'est ça. Donc, je vais être capable de venir partager de l'information avec des solutions propriétaires fermées qui vont exposer finalement ce qu'ils stockent dans leurs solutions fermées à travers des tables Iceberg. Et Iceberg permet, de manière multidirectionnelle, de proposer donc un format de données structurées à tout le monde. Ouais. On peut penser que Iceberg a gagné la bataille du format table. Ça, c'est adopté par les plus grands, les Snowflake, Databricks, et puis Confluent également. Et puis j'ai vu des communiqués de Salesforce également qui s'appuyaient sur des formats Iceberg. Il y a peut-être encore un manque de clarté sur les aspects catalogue. Je suis pas sûr qu'on soit encore à une maturité optimum de ce côté-là. Mais je pense que les prochains mois vont nous aider à y voir plus clair. Tu as raison, c'est la deuxième brique en fait qui est à l'ouverture, c'est-à-dire que le data catalog, c'est ce qui permet d'exploiter les données structurées, donc ça permet de savoir globalement où chercher l'information. Le data catalog, aujourd'hui, il n'y a pas de projet ouvert qui a vraiment qui a ce statut d'open standard, comme on pourrait dire pour Iceberg. Ça pourrait arriver. Nous, on en propose un qui est ouvert et qui est donc exploitable par des solutions tierces, comme tous les composants de la plateforme Cloudera, toujours des API ouvertes qui permettent de venir interagir. Et je pense que ce sera effectivement une clarification qui arrivera dans les mois ou les années à venir. Ce que je voulais rajouter sur Iceberg, c'est que pourquoi je disais que Cloudera est un contributeur majeur. Iceberg, effectivement, techniquement, est un projet extrêmement innovant. Qu'est-ce que Cloudera lui a apporté? De la sécurité, de l'ouverture à des composants, interaction de composants divers et variés qui n'existaient pas au départ, notamment Flink, ce genre de choses. La capacité à faire de la réplication, parce que Iceberg est un projet qui était innovant, mais qui n'avait pas forcément les fonctions d'entreprise que tout le monde attendait. Et puis on le propose de manière supportée, donc avec vraiment un niveau d'entreprise partout. Alors, encore une fois, c'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on n'est pas à dire c'est que sur Google ou c'est que sur AWS ou que on-prem. On propose le même Iceberg avec les mêmes fonctionnalités partout. Et ça, c'est unique. Ouais. En tout cas, c'est bien que le marché s'éclaircisse. Iceberg, ça a été vraiment d'actualité ces derniers mois. Et on peut vraiment dire que c'est le format qui a gagné. Et on va voir toute une architecture qui va se mettre en place autour de Iceberg. Je pense que ça va être vraiment fondateur sur les prochaines années. En fait, on vient de changer, avec Iceberg, on change le paradigme de comment je fais pour traiter de la donnée positionnée de manière hétérogène dans mon système d'information. Ouais, c'est ça. On a quelques acteurs qui certains très anciens, qui se sont positionnés sur des solutions type data virtualisation ou fédération. Et donc, on va essayer de développer des modèles des moteurs de requêtage qui savaient parler plusieurs langues. Si j'en fais un petit peu la traduction.
Mais c'était extrêmement compliqué parce qu'il fallait qu'ils s'adaptent à tous les changements de chacun de ces acteurs avec lesquels et c'est chacune de ces langues qu'il fallait savoir parler. Et de temps en temps, il y avait des choses qui n'existaient que dans un des mondes. Et donc, quand on faisait une exploitation, une requête d'un certain type, avec différentes sources de données qui avaient des spécificités qui n'étaient pas forcément compatibles, les résultats obtenus étaient un peu aléatoires. Ouais. Iceberg, on standardise avant. Donc tout ce qui est dans Iceberg, je peux le requêter avec différents C'est ça. moteurs, j'aurai toujours la même chose. Parce que le format et le niveau de détail, et évidemment les fonctionnalités avancées, le time travel, etc., c'est standard pour tout le monde. Ouais, ça change la On donne. inverse le paradigme. Ouais. Au lieu d'avoir un moteur qui essaye finalement de fédérer différentes sources de données, j'ai toutes mes sources de données qui sont uniformes, parce qu'elles appliquent finalement leur modèle de données à ce format ouvert, et mes différents moteurs, tous avec des spécificités différentes, certains plus batch, d'autres plus interactifs, eux viennent simplement requêter de la donnée qui est standard, qui est toujours le même format pour tout le monde. Ouais, Il y a ça un vrai change la changement de donne. paradigme, Ouais, totalement. complètement. Alors, je vois le temps qui tourne, on a le droit à un slide encore, Denis. Un slide. Ouais. Eh ben, je vais pas prendre celui-là parce que je pense que c'est, je vais vraiment rappeler le positionnement de Cloudera. On a des références dans tous les secteurs d'activité. On est une entreprise donc qui n'est pas neuve entre guillemets, et nos clients nous font confiance. Nos clients nous font confiance dans tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est vraiment le point principal. On a parlé de quelques anecdotes de cas d'usage précédemment. On en a dans tous les secteurs d'activité. Et on est très fiers des clients qui nous font confiance avec les logos qui sont présentés ici. Bon, en tout Voilà. cas, bon, merci, Denis pour ce rappel historique de ce qu'est Cloudera. Voilà, tu as ce dernier slide où en fait, où tu peux inviter Tout la dernier. communauté data à évaluer la plateforme. Exactement. Scannez le QR code qui est juste en dessous. Vraiment, n'hésitez pas. Ça vous donne accès à un complet à Cloudera, la plateforme Cloudera en ligne pour 5 jours. Donc c'est voilà, le meilleur moyen de vraiment comprendre et de se rendre compte de ce que l'on propose aujourd'hui sur le marché. Voilà, puis de toute façon, on mettra les liens dans le post LinkedIn pour rappeler la littérature et les use cases aussi. On n'a pas parlé des 3 use cases, mais on les mettra dans le lien de la vidéo. Il y avait des use cases super intéressants qu'on partagera avec la communauté. Ben, en tout cas, merci Denis pour ce rafraîchissement sur Merci à toi. l'offre Cloudera. Et puis, on se donne rendez-vous fin d'année. Hein. Tu nous rappelleras Absolument. les Novembre, détails de l'événement. Evolve Cloudera. Oui, Bon, absolument. super. À très bientôt, Denis, et À très merci à toi. bientôt.